S'il y a le vide, il sera rempli par les concepts des expressions fabriquées ailleurs contre nous. S'il n'y a pas de vide, ces notions n'auront pas de place. Donc il y a même urgence à fabriquer notre vocabulaire à nous. Comme Renaissance africaine, panafricaine. Il faut répandre ça partout, partout, pour lutter contre notre vocabulaire. Parce que la lutte psychologique, la lutte lexicologique, la lutte lexicale aussi. Et ce n'est pas des mots vains, c'est aussi la lutte des idées sous-entendues. C'est très important. Donc le vide réflexif laisse libre cours aux pédanteries africanistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas... Et nous y croyons. Donc, ils ont des ouvrages qui sont dans toutes les bibliothèques de l'Afrique. Oui, des ouvrages comme l'Afrique fantôme de Michel Léris. Mais si tu es déjà l'Afrique fantôme, je suis jeune, je lis ça, je n'ai pas assez d'esprit critique, je suis en seconde, en première, je lis un livre gros comme ça, l'Afrique fantôme, mais ça me paralyse. Et l'autre, Balandier, qui vient sillonner le Cameroun, le Congo, le Gabon, etc., pour contrôler, et il s'appelait l'Afrique ambiguë. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'ambiguïté? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous sommes? On est des fourris, est-ce qu'on est des hommes ou bien je sais pas, de la forêt? On vit avec les bois ou quoi? On comprend plus. L'Afrique ambiguë. Par Georges Balandier, paix à son âme. Et l'autre, l'Afrique noire, c'est l'Afrique noire, est mal. Ah, René Dumont. Donc vous avez beau faire, vous allez au développement, vous êtes mal parti. Vous êtes au sous-développement, peut-être vous êtes bien parti. Vous allez au panafricanisme, vous êtes mal parti. Vous êtes dans la vie, vous êtes mal parti. Vous avez des chefs d'État des élections, vous êtes mal parti. Et l'Afrique noire est mal partie en totalité, totalement intégrée. Mais lire ça, on peut écrire ça, l'Europe est mal partie, les États-Unis sont mal partis, la Chine est mal partie, la Corée du Sud même est mal partie. On peut écrire des choses comme ça, et l'élite intellectuelle accepte, et ces pays l'acceptent. On doit dire que non, nous n'acceptons pas ça. Il faut faire les fondations comme celle du prince Doumé, dit que nous n'acceptons pas ce vocabulaire non seulement injurieux, mais ignare. Il traduit plutôt l'ignorance de ces gens qui n'ont aucune compétence de parler de l'autre. Nous ne sommes pas ni ambigus, ni fantômes, ni mal partis. Nous partirons comme nous voulons. Nous partirons vers le panafricanisme. Vous voyez bien que ça, c'est des mauvais livres. Il ne faut pas les lire. Les livres qu'il faut lire, Africa Neuf Unite. Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir. Voilà les problèmes. Que la jeunesse d'Afrique en Neuf Unite. C'est une urgence, c'est ça notre problème. Vous, chez Anta Diop, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire en 1960. Donc il a déjà posé les fondements culturels de l'État fédéral. Il a posé les fondements techniques et industriels. Comment lancer l'industrie à l'échelle continentale. C'est déjà fait. Et la formation des ingénieurs de nos cadres. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça les vrais livres qu'il faut lire. Mais on ne nous en parle jamais. On ne cite jamais ces livres. Quand tu cites ça, les professeurs, ils disent que non, tu sais, tout le monde n'est pas d'accord avec Cheikh Anta Diop. Donc on est d'accord avec Balandier que vous citez. Voyez-vous, donc c'est toujours cette guerre intellectuelle que nous pouvons mener à notre niveau aussi. Tu vois? Donc, il y a des causes aussi endogènes. Il faut que nous soyons capables de faire nous-mêmes. C'est-à-dire, et puis nous avons fait aussi des choses. Compte tenu de ce vocabulaire, cette ambiance-là, ça a donné quoi? Cette ambiance. Je me suis peut-être un peu long, mais cette ambiance a donné quoi? Cette ambiance a donné le culte des pères fondateurs, avec des groupes d'animation, et qui qu'on mobilisait, qu'on chantait, et toutes les énergies juvéniles chantaient la gloire des pères fondateurs. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Bon, c'est fantôme, c'est ambigu. Il y a les chefs des fondateurs qui est là. Après eux, c'est la catastrophe. Il y a eu des guerres civiles, des élections mal boutiquées, parce qu'il n'y avait même pas de constitution. La création des partis politiques uniques, intolérants. Parce qu'ils ont dit non, il faut faire un seul parti utile.
hostile au débat politique contradictoire. Il faut. Et ce vocabulaire-là nous a amené à même pas dialoguer entre nous, même pas nous respecter entre nous. On a fait des partis intolérants, on a tué les autres. Les Occidentaux, enfin, il faut les liquider, il faut tuer les autres. Alors qu'on pouvait discuter, ils sont Camerounais, ils ne sont pas d'accord, peut-être ils ont leur contribution. Discutons les idées, non, on était intolérants, voyez-vous. Et puis, en même temps, on a fait les conférences nationales pour parler de rien du tout, pour injurer le chef d'État qui est là. Conférence nationale, on a injuré, il a tout volé, sa famille a tout volé, et tout le monde a tout volé, et nous sommes pauvres, mais la lutte continue. Bon, moi, je veux bien que la lutte continue, mais on n'a pas fait l'état de la nation. Voici nos richesses, voici nos potentiels, comment mieux s'organiser, comment mieux faire la politique, comment mieux gérer administrativement, etc. On n'a pas fait ça. C'est des problèmes, on n'a pas analysé les problèmes. On a dit simplement ils sont voleurs, ils n'ont qu'à partir. Quand ils remplacent, il y a peut-être plus voleurs encore. Donc c'est toujours l'invective. Parce qu'on nous a donné des notions qui ne nous permettent pas d'analyser. Oui, on dit vous êtes sous-développé, on va analyser quoi. Donc vous êtes en voie de développement, on va analyser quoi. Vous êtes des problèmes d'ajustement structurel, on va analyser quoi. Donc c'est des notions qui nous ont permis d'éveiller notre intelligence pour analyser. C'est ça. Donc ça crée de nous des gens irréfléchis. Et du coup, nous avons aussi des solutions non réfléchies. On dit qu'ils quittent, ils sont trop longtemps au pouvoir. Qu'on mette les jeunes n'ont aucune expérience administrative, le plus sombre encore. On dit encore, nous on avait enlevé les vieux qui viennent encore. On a assassiné les chefs d'État et des leaders politiques africains, je l'ai déjà dit. Et puis on a fait des schémas depuis 60 ans, les mêmes schémas. C'est les congrès des partis, les trucs, les ceci. Ça n'avance pas. Il y a la pauvreté et on est très endetté. Voyez-vous, pendant 60 ans, ce qu'on a fait. Donc, le manque total de politique, c'est ça le malheur de l'Afrique. Il n'y a pas de grande vision, de grandiose vision politique africaine. Il faut développer ces concepts de grandiose vision. Parce que si on fait le panafricain, il faut aussi avoir cette vision. Il faut avoir déjà cette éducation. Cette vision doit être là comme on a dit, ce tiers-monde. C'était quoi? Nous sommes du tiers-monde, on a cru. Et la même chose, il faut développer une grandiose vision politique africaine, même si on ne comprend pas tous les contours. Mais c'est une notion positive. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, quand quelqu'un parle, je parle, on doute. On dit oui, au Béga peut-être, bon, ma on n'est pas sûr. Mais quand un garçon blanc de 18 ans vient parler, il vient de parler de ça, alors, mais vous avez de bons boubous, vous venez l'écouter, vous filmez, vous faites tout, alors qu'il ne raconte rien du tout. Parce que l'Africain doute de lui-même. Il ne s'estime pas lui-même. Il a peur de lui-même. Il manque d'estime de soi. Il faut t'estimer toi-même. Si nous allons faire le panafricain, il faut nous aimer nous-mêmes Africains. Je suis Africain, je suis fier d'être Africain. Je ne peux pas bâtir l'Afrique en n'étant pas fier de l'Afrique. Je discute avec l'autre Africain. Je ne conteste pas, je dis discute, on discute, etc. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de dédain. Alors quand un Africain parle, on dit écoute, tu vas la conférence, qu'est-ce qu'il va raconter? Mais quand c'est un petit, là même scandaleux, les Troscas, tout ça, vient enfant, tout le monde au cours, on dit on va l'écouter, on va l'écouter. C'est tu vois comme le chien qui court après son maître, quoi. On a ces réflexes encore. Donc au fond, il faut donc poser les vraies questions. Donc notre question, il ne s'agit pas de bâtir une Afrique ou de parler de l'Afrique colonisée. L'Afrique a été colonisée, mais ce n'est pas notre problème réellement. L'Afrique a été endettée ou endettée, ce n'est pas notre problème réellement. Nous imaginons du neuf. Il s'agit de l'Afrique bâtie par des Africains, comme hier ils ont bâti, comme aujourd'hui aussi. C'est ça le problème. Parce que sinon nous restons aussi englués dans la colonisation. Il faut ceci, il nous faut empêcher, mais il faut sortir de cet état. La logique de l'histoire est autre. La logique de l'histoire nous demande de sortir de la colonisation, de l'Afrique colonisée, de l'Afrique endettée,
pour bâtir l'Afrique comme les Africains jadis sont bâtis, ils n'étaient pas endettés, ils n'étaient pas non plus colonisés. Hein? Par exemple, dans l'art grec archaïque, on voit des armées, on voit dans leur armée des Noirs, surtout à l'époque minoénienne, avant la Grèce continentale. Les Noirs sont là dans les armées grecques, voyez-vous. Et à la 19e dynastie de la Nouvelle Empire, dans l'Égypte antique, au temps des pharaons, des Ramsès, tu vois, Moïse, le libérateur du peuple juif hébreu, Moïse était éduqué à la cour même de Pharaon. Il a reçu l'éducation la meilleure en Égypte. Voilà pourquoi il a pu faire ce qu'il a pu faire. Il est devenu fort en œuvre et en parole, d'après ce que dit la Bible. Tu vois, Moïse a été éduqué. Sans l'éducation de Moïse dans la cour de Pharaon, il n'aurait pas eu le libérateur de ce qu'ils appellent l'exode, peuple juif n'en aurait pas, qui les aurait libérés. C'est parce que Moïse était à la Sorbonne, il a appris, et il a fait l'esprit critique, il a contesté, il dit je libère les miens. Il a été éduqué à la cour de Pharaon, c'est une contribution. Donc sans Pharaon, il n'aurait même pas le peuple juif. Il n'aurait même pas l'hébreu, il n'aurait rien du tout. C'est Moïse, le libérateur du peuple juif. Ce Moïse a été éduqué de A à Z du cours débutant à l'université à la cour de Pharaon. Et aujourd'hui, on vous reconnaît ça? Et ensuite, l'historien Flavius Joseph, qui est un historien juif reconnu, respecté, il dit que Moïse a remonté le Nil et a épousé une princesse noire de Couche, c'est-à-dire de la Nubie, du Soudan actuel. Donc Moïse, le libérateur, avait une femme négresse du Soudan, noir charbon du Soudan, Couche. Même pas de l'Égypte, du Soudan actuel, noir. La femme de Moïse. Donc dans leur généalogie, Abraham, Jacob, tout ça, il y a du sang noir. Ils le savent, quand on discute avec les personnes de Tel Aviv, ils disent bien on le sait, mais il ne faut pas le dire. Ah. Oui. Quand on discute avec eux, moi je leur dis ça, ils disent il ne faut pas le dire. On le sait, nous-mêmes nous le savons. Pourquoi vous voulez nous le dire? Et la tradition éthiopienne insiste que la reine Saba, la reine Makeda d'Éthiopie, était partie voir Salomon, le roi d'Israël, vers 950 avant notre ère. Et il y a eu un festin, une réception d'État à État. Et puis Salomon l'a courtisée. Elle était enceinte. Elle est partie donner naissance à la descendante de les Saracines. D'après ce qu'ils disent. Mais voilà. Donc Makeda, une négresse d'Éthiopie, avec le roi Salomon. Si vous voyez dans un roi 3, Salomon a posé la fille de Pharaon, c'est écrit dans l'hébreu, noir sur blanc. Salomon a épousé une fille de Pharaon. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Je ne sais pas s'il traduit. Moi, je ne lis pas dans les traductions. Il faut lire en hébreu pour bien comprendre. Parce qu'il sort des passages. La tradition grecque dit que Thalès de Milet, qui était phénicien en réalité, un gréco-phénicien, qui est le premier scientifique, le premier philosophe de la Grèce, donc de l'Occident. Et il a été éduqué en Égypte seul, sous la direction des prêtres de ce pays. C'est eux-mêmes qui le disent. Et Platon le dit aussi dans une scolie de la République. Livre 9, 600a, dans une scolie. Mais ça y est, pas dans les traductions actuelles. C'est une scolie. C'est-à-dire un ajout qu'on a oublié, qu'on a remis. Donc, ce Thalès-là a été enseigné en Égypte pharaonique. Et le premier. Et Pythagore va lui demander, Thalès, tu connais beaucoup de choses, il faut m'enseigner aussi. Thalès lui dit, non, au lieu de prendre de temps avec moi, va en Égypte, va à tel endroit, à Thèbes, à ceci, et tu apprendras beaucoup mieux que je avec moi. C'est Thalès qui
Pythagore partait d'Égypte sur le conseil de Thalès. C'est noir sur blanc, eux-mêmes les Grecs. Aucun Grec n'a contesté. Donc voilà, l'Afrique est à l'origine même de la science et de la technologie européenne, de la philosophie européenne, par la Grèce interposée, par l'école de Milet, par Thalès, le premier. Alors, on continue, si vous voulez. L'empereur romain. Les empereurs romains, c'est un empereur romain noir, charbon. On connaît. Il y a un empereur, je dis bien empereur romain, comme Jules César. Un noir, charbon. On l'appelait Verginius Niger, c'est-à-dire le noir d'ailleurs, Niger. Alors, on dit oui, au Véga, il faut faire très attention. Je dis non, il n'y a pas d'attention, l'histoire c'est les faits. C'est-à-dire qu'il y a l'empereur commode, quand tu es empereur, tu aimais la monnaie. Il y a l'empereur Septime Sévère, quand tu es empereur, tu mets la monnaie dans l'empire. Or, entre les deux, il n'y a pas de monnaie. La monnaie manque, disent-ils. Je dis, mais comment il peut avoir un trou? Ils ont caché ça depuis longtemps, il n'y a pas un trou. Et sa monnaie est en 183, 93. Donc c'est une monnaie qui fait transition entre commode et Septime Sévère. Il est au milieu. Il n'y a plus de rupture. Et il faut trouver la monnaie en question. Et dans la monnaie, il y a l'effigie de l'empereur qui a émis. Et à l'avers, au revers, il y a les titres de l'empereur. Et il faut écrire. Il faut lire simplement, c'est du latin. C'est la langue la plus facile. Donc, c'est bien écrit l'empereur, impérateur, l'empereur Caius, etc., que c'est le Niger, Auguste, c'est-à-dire divin. C'est écrit. Et si tu vois le nez même, enfin, son nez plus 10 fois plus épaté que le mien. Les lèvres épaisses. Et on sait dans quel atelier il a fait battre cette monnaie à Cappadoce, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle. Voilà, mais personne ne dit de ça. Ça, c'est l'Afrique, un empereur romain qui a émis monnaie comme tous les autres empereurs. Un empereur romain. Alors, au début de la chrétienté, il y a bien sûr Saint-Augustin, dit Saint-Augustin, mais c'est un berbère, c'est un cousin de Zidane. Oui, c'est le gars de Kabyle. Saint-Augustin est un berbère d'origine africaine. Ben oui, il est le père de l'église occidentale. Et tout au début, il y a eu 3 papes noirs charbon. 3 papes. Oui. Cherchez dans vos trucs là. C'est dans les vrais bouquins. Le pape Saint-Victor, hein, l'autre Saint Gélas et l'autre Saint Métian. Voilà. 3 papes noirs, nègres, charbon. Il y en a eu. Quand l'Afrique n'était pas colonisée, l'Afrique a dirigé l'humanité aussi chrétienne, l'humanité grecque, l'humanité romaine. Et sans compter qu'ils avaient les empires. Le royaume du Mali a atteint son apogée avec Kanka Moussa, qui est mort en 332 et qui a été au Caire, non à la Mecque, en 324, c'est-à-dire au XIVe siècle. À la première moitié du XIVe siècle. Il était là-bas à la Mecque, accompagné de son épouse et de sa suite, au moins de 8000 personnes à sa suite. Peu de temps après la mort de Kanka Moussa, le géographe arabe Ibn Battuta a visité le Mali. Il loue l'esprit de justice des habitants du Mali, leur piété, leur ardeur à s'instruire. L'université de Tombouctou, de Sankouré. Il fut aussi impressionné par la sécurité parfaite qui régnait dans l'État. Et cet État était grand, de la source du Niger jusqu'à Gao, et des vallées du Bani jusqu'en Gambie, à l'océan Atlantique. Donc c'est un grand pays. Si vous faites la géographie. Le Songhai, connu
son apogée avec l'Askia Mohamed, qu'on appelle Askia le Grand, qui est mort en 1528, c'est-à-dire première moitié du XVIe siècle. Lui aussi a fait le pèlerinage à la Mecque avec, il dépensa, d'après les textes, 300 000 pièces d'or. Il avait fondé à la Mecque un jardin pour le repos des pèlerins du Soudan occidental. Au début du XVIIe siècle, le royaume de Congo, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Angola aujourd'hui, comptait 4 millions d'habitants. À peu près comme la population du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Tout le Congo-Brazzaville, c'était le royaume. Un demi-siècle après, plus tard, avec les guerres de la traite négrière, etc., la population avait baissé de moitié, était plus qu'à 2 millions au lieu de 4 comme avant. En 1686, le géographe et médecin hollandais Olfer Dapper a noté, parce que les Hollandais venaient la côte ici, l'esclavage, que la capitale du royaume de Luango, c'est-à-dire la Diozo, la Pointe-Noire, la capitale de Luango était à peu près de la grandeur de Rouen, la ville de Rouen en France, au XVIIe siècle. Il comparait une capitale africaine avec une ville occidentale européenne de Rouen. Baptisé par des missionnaires cap-dominicains en 750, au milieu du XVIIIe siècle, le roi du Zimbabwe, donc le Monomotapa, il avait reçu le nom de Don Philippe. On l'avait baptisé. Ouais, c'est Philippe. Alors, Thomas Fuller, peut-être vous connaissez, au XVIIIe siècle, c'était un prodige en arithmétique. Un noir américain, Thomas Fuller, F-U-2-L-E-R. Et on l'a invité à visiter l'Europe parce que, même les ordinateurs ne calculent pas aussi vite que lui, quel que soit le problème. C'était un type étonnant. Il y a des colloques sur lui, il y a des articles sur lui, mais on ne connaît même pas. Un véritable génie en arithmétique. Et même on s'amuse, 2 plus 2 moins 4 divisé par 5 divisé par 10, multiplié par 30, égale combien? Il te donne, dès que tu finis de dire la réponse, c'est ça. C'était un génie, et c'était exact, on ne sait pas comment il faisait. Et les Européens, si racistes, l'ont appelé pour visiter l'Europe, à cause de son génie. Et vous savez, Modibo Diarra, il se présente au candidat au Mali. Ah oui, il a fait les mathématiques de la NASA pour les vols spatiaux dans le système solaire. Celui qui faisait les mathématiques. Et il nous disait que si je calcule que le vaisseau doit tomber par exemple à Yaoundé, et par hasard il tombe à Lagos, il dit c'est un bon calcul. Il dit c'est un bon calcul, parce qu'il peut tomber à l'océan. Au moins il est tombé sur la Lune. Et il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas. Le vent, les trucs, on ne peut pas contrôler ça. Donc on fait même avec les ordinateurs les plus puissants. Donc c'est déjà pas mal s'il tombe un peu loin, quoi, mais pas en dehors de la Lune. Et il faisait ça. Il est là, il n'est pas encore mort. Et Obama, son père est mort, mais la femme qui a mis son père au monde vit au Kenya, là. Sa grand-mère vit au Kenya. Son père est noir de Nilod, comme les Tombouya. Et il a dirigé les États-Unis d'Amérique 2 fois, 8 ans. Un noir. C'est sa mère qui est blanche, mais son père, si tu comptes le père, non? Mais il y a plein d'Obama ici, à Cameroun, non? Obama, c'est tous des Obama, il y en a plein. Et il vient même de la RDC, parce qu'il y a une tribu qu'on trouve à Obenga, Obama, Olenga, c'est notre parent. Oui, c'est notre parent. Donc vous voyez bien que
Et aujourd'hui, si vous les jeunes, vous ne dansez pas, vous ne chantez pas, le monde entier va chanter quoi? Va danser quoi? C'est pas votre hip-hop là? Hein? C'est vous qui créez la joie, la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, la force vitale, la beauté, la vie. Les autres ont détruit les forêts, ont détruit les animaux. Ils font les plantes d'engrais, ils veulent à bio maintenant. Ils détruisent tout. Ils sont l'amour, ils font à l'envers. Ils font tout à l'envers. Et vous, les Noirs, dès que vous faites la musique, le jazz, c'est universel. Le makossa, c'est la roue, c'est les frères. Je suis souffle, c'est extra. Vous donnez la vie. Les Chinois ne font pas la musique pour que les gens dansent. Les Japonais ne font pas la musique pour que les gens dansent. Tu ne vas pas danser la musique des Russes. Les Français font l'académie. Ils disent casse chante. 2 semaines après, on l'enlève, on prend notre fille qui chante à l'académie. 1 mois après, on enlève. On fabrique des gens comme ça. 3 mois, bon, on en a marre. On prend une autre qui chante, ils ne chantent pas mieux d'ailleurs. Même Jean-Jacques Rousseau disait que les Français ne savent pas chanter. Ils étaient un peu contre lui pour ça aussi. Il dit que c'est les Italiens qui savent chanter, mais pas les Français, ils crient. Donc c'est vous qui faites la musique, c'est vous qui faites, c'est vous les Camerounais surtout, les Mbappé, c'est vous encore. C'est votre sang, il est de doigt là, son grand-père vit. C'est lui qui mène la Coupe de France à la France. S'il n'y avait pas Mbappé, il n'aurait pas la Coupe de France. Hein? La Coupe du Monde. Oui, j'ai dit la Coupe de France. La Coupe de France, c'est rien. Mais la Coupe du Monde. Pelé l'a reconnu. C'est vous qui dites, toutes les équipes là, occidentales, il faut qu'il y ait des Noirs. Les Bameyong, les Mané, il y a tout le monde, ils sont les Drogba, les Eto'o, tout le monde est. La musique c'est pareil, la boxe c'est pareil, le jeu c'est pareil, les marathons c'est l'Afrique qui gagne les Éthiopiens, qui peut les battre. Les Miss Monde, ben, parfois s'ils ne veulent pas qu'on les donne au Libéria quand même, c'est la beauté des beautés extraordinaires. Vous avez les meilleures plages, vous avez les forêts, vous avez les animaux, vous mangez bio. Les Macabous c'est des gens costauds quand vous le savez. Quand je suis le carreau de Yaoundé, ils ne sont pas techniciens, vous avez les craint pas, ils ne sont pas techniciens, mais ils sont forts. Costaud, ils te bousculent, tu tombes. Oui, ils mangent le macabo, ils sont forts. Hein? Et ils jouent avec le mental. Ils ne se laissent pas faire. Donc, voyez-vous que vous avez fait la gloire du continent africain, la gloire de l'Afrique, les intellectuels, surtout le Cameroun. On a commencé à lire la littérature de Mongoli Zoyono Ferdinand, des gens comme ça, etc. Les écrivains, les philosophes, les Toa, les Diomolé, les trucs. Il y a eu même dernièrement Ebola, M. Boulaka, qui est mort dernièrement, etc., depuis les terres 20. C'est une contribution extraordinaire. Et curieusement, vous avez eu le prix de Coopéra aussi. Ils viennent à lycée pour bloquer, faire des petites revues qu'ils appellent mal, faire des trucs comme ça, bloquer. Mais ils n'ont pas pu bloquer. Ils n'ont pas pu bloquer parce que le Cameroun, Yaoundé était l'Athènes, comme Dakar était d'après Senghor, l'Athènes de l'Afrique occidentale, et le Cameroun était l'Athènes comme la Grèce, quoi, l'Athènes de l'Afrique centrale. C'était comme ça. Moi j'enseignais avec les Ngomsi à l'école normale supérieure, les étudiants étaient extrêmement brillants, il fallait bien préparer ton cours. Hein. Donc vous voyez bien que les choses sont à notre possible. Bon, je vais finir par lire ce que j'appelle le préambule. Parce que la réunion, parce qu'on ne voit pas bien. Tu as parlé, oui, mais c'est quoi cette unité, c'est du barater, tout ça. Concrètement, c'est quoi? On va faire la constitution et les juristes savent faire, mais il faut qu'il y ait un préambule, c'est une vision, une philosophie. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que nous voulons? Alors, c'est ce préambule qui dicte tout le reste. Au lieu de faire des constitutions qui durent des mandats, la constitution américaine dure 2 siècles et demi, il faut faire des constitutions objectivement, qui ont des visions, qui portent loin. Donc, on peut traduire en anglais, en français, en espagnol, etc. Donc, voici à peu près le texte.
au cours de l'histoire de l'humanité et dans la marche des siècles, les peuples du monde décident librement de leur destinée en connaissance de cause, selon l'idéal de leur volonté commune et l'expression de leur génie. La volonté politique panafricaine est une bien ancienne exigence collective de la conscience historique africaine. Ainsi, nous, peuple d'Afrique, en ces débuts du XXIe siècle, après sur notre histoire et l'histoire du monde, avons pris souverainement la décision de créer un État fédéral panafricain démocratique, regroupant en son sein tous les États-nations indépendants du continent et de ses îles, librement bien sûr. Les États-nations africains indépendants adhèrent souverainement et librement à l'État fédéral panafricain, constituant ensemble une seule et unique puissance politique à l'échelle continentale, dans l'unique intérêt des peuples africains. Cet État fédéral panafricain a donc pour objectifs fondamentaux et mission primordiale, sacrée, d'assurer la sécurité de tous les peuples africains en vue d'une union toujours plus parfaite, de veiller à l'unité, à la solidarité et à la communauté de destin des peuples africains au sein de l'État fédéral panafricain, de garantir la paix, l'exercice des droits, des libertés individuelles et collectives, des droits humains, la vie politique, démocratique, la protection des biens et des personnes, le travail, la fraternité, la dignité et l'égalité, le respect de la loi, la justice sur l'ensemble de l'État fédéral panafricain, de construire et de poursuivre inlassablement le bien-être politique, économique, social, intellectuel, culturel, moral, scientifique et spirituel de tous les peuples africains au sein de l'État fédéral panafricain. De promouvoir la concorde, la solidarité, la prospérité, le bonheur et le progrès de tous les habitants de l'État fédéral panafricain. De mettre en place le programme nucléaire civil africain. À cet effet, l'État fédéral panafricain contrôle, exploite et gère souverainement toutes les richesses, toutes les ressources naturelles, toutes les matières premières, les mines, les minerais, les gisements, les forêts, les terres riches, les eaux, océans, mers, fleuves, lacs, les énergies, les faunes et les flores, etc., au seul profit majeur des peuples africains au sein de l'État fédéral panafricain. La puissance politique et la puissance économique de l'État fédéral panafricain doivent être absolument assurées. Des grands travaux à l'échelle continentale doivent être entrepris sous le contrôle direct des organes de l'État fédéral panafricain. Pour l'épanouissement des peuples africains dans l'État fédéral africain,
Celui-ci doit développer à l'échelle continentale les arts, peinture, sculpture, photographie, musique, danse, théâtre, cinéma. Le sport, football, une équipe panafricaine, boxe, handball, volleyball, etc. Athlétisme, marathon, une seule équipe panafricaine. Course, saut, javelot, etc. Le musée, création de grands musées modernes avec des personnels de compétences internationales. Pour les mémoires africaines, des objets souvenirs, etc. Tourisme, les plages africaines, les montagnes et collines, déserts, les chutes d'eau, parcs zoologiques, forêts, ouvrages d'art, monumentaux, historiques, monuments historiques. L'esthétique moderne, concours de beauté, Miss panafricaine, mode, couture, défilé, itinérant à travers le continent. L'univers floral, les fleurs, architecture, style, innovation, créativité architecturale, hôtellerie. Le marché panafricain, c'est-à-dire interafricain, doit être développé avec des investissements et des activités culturelles et économiques de grande envergure. Au nom de tous les États-nations librement fédérés au sein de l'État fédéral panafricain, celui-ci exerce souverainement les pouvoirs et prérogatives attribués à la puissance fédérale collective, la souveraineté internationale, les accords, les traités, et les bilatéraux, multilatéraux, la diplomatie unique, un ambassadeur et non 54 ambassadeurs comme représentant l'État fédéral africain, les armées, la défense nationale, qu'un seul commandement supérieur, hiérarchique, unique, c'est-à-dire un seul état-major panafricain pour l'État fédéral panafricain et la protection de tout l'État, de tout le monde. La monnaie unique émise par l'État fédéral panafricain. Ensuite, l'éducation. Donc, les sciences et les technologies doivent être impulsées à grande échelle. La citoyenneté est unique. On est citoyen africain ou citoyenne africaine. Même s'il subsiste l'État-nation qui a conféré la citoyenneté antérieure. Les particularités politico-administratives anciennes, locales ou sous-régionales disparaissent devant l'État fédéral panafricain. La liberté de circulation sans visa à l'intérieur de l'État fédéral panafricain pour les citoyens africains. Les frontières des États-nations hérités de l'ère coloniale sont abolies, même si l'État-nation garde son nom ancien, comme Cameroun, dans l'État fédéral panafricain. Les frontières sont devenues administratives purement, géographiques. Elles ne sont plus des frontières étatiques, politiques, avec toutes les formalités douanières. La langue officielle de l'État fédéral panafricain
est le Kiswahili. Cette option a été faite dans les années 1977 au cours du Festival africain de Lagos. Il faudra une promotion de Kiswahili à l'échelle continentale. Entre-temps, vu les nécessités, l'arabe, le haoussa, l'anglais, le français, le portugais, etc., ne sont pas absents à cause de la puissance américaine. L'anglais s'impose comme langue internationale du monde contemporain. Sur la place publique de la capitale de l'État fédéral panafricain seront érigées les statues commémoratives de Toussaint Louverture, Marcus Garvey, Dubois, Francis Kwame Nkrumah et Sajifo, Patrice Emery Lumumba, Amilcar Cabral, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Miriam Makeba, Ben Bella Abdel Gamal Nasser, Nelson Mandela, Nyobe, Wangari Maathai, Steve Biko. Il est prévu qu'en 2030, la population totale de l'Afrique sera de l'ordre de 1,6 milliard d'habitants. Ce poids démographique devra être un atout panafricain. L'essentiel aujourd'hui pour l'Afrique est de changer radicalement de paradigme intellectuel et d'orientation politique dans un monde qui ne tolère ni faiblesse ni indécision. Aujourd'hui, l'État fédéral panafricain est la seule issue. Osons inventer notre avenir commun, peuple africain. Je vous remercie. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres, rangs et grades respectifs, nous venons là d'écouter la leçon inaugurale du professeur Théophile Obenga. Je ne me permettrai pas de commenter une leçon inaugurale, qui plus est celle du professeur Théophile Obenga. Je me contenterai donc de dérouler la suite du programme en invitant ici monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur pour son mot. J'ai nommé le docteur Jean-Paul Biya. Bonjour, Éminence. Bonjour, chers collègues enseignants, chercheurs, chers étudiants. En fait, en termes de représentants personnels, c'est vrai que c'est une tradition camerounaise. Jean-Paul Biya est davantage là comme chercheur, admirateur et apprenant auprès des grands maîtres qui sont à ma gauche. Et les grands maîtres pour lesquels je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour les grands savants ici sur la table?
Monsieur le ministre d'État m'a chargé de remettre déjà, je crois, il va dans le programme le professeur Faye, professeur Koumandoumbé 3, et au-dessus le professeur Obenga, je crois qu'il y aura un moment protocolaire pour une audience. Je pense qu'il ne repart pas avant 2-3 jours. Madame Ebossé, je crois que c'est ça. Est-ce que... Il paraît que le professeur Koumandoumbé nous a persécutés. Oui. Il les prend lundi. Oui. Ils vont à Douala. Oui. Donc on va trouver un arrangement d'ici demain. Demain, monsieur le ministre d'État pourra les recevoir demain. Bon. Oui, c'est ça. Bon, j'ai pas devant moi le dernier ouvrage de monsieur le ministre d'État, le professeur Famdungo, paru cette semaine à Paris. Le titre, c'est Le phénomène Paul Biya et c'est de sémiotique arithmétique. Il s'agit d'une nouvelle science que vient de créer monsieur le ministre d'État lui-même, adossé essentiellement sur le chiffre 4, à partir duquel il décore toute l'histoire du chef de l'État, le président Paul Biya, et pratiquement remonte dans le cours de l'histoire du Cameroun depuis pratiquement 6 siècles, 1492. Vous permettez de vous le remettre et puis le patron pourra lui-même le dédicacer bien, je crois, d'ici demain soir. Dans ma posture de chercheur, je suis très admiratif, notamment au-delà du courage et de l'audace, de l'épaisseur scientifique, notamment des grands maîtres conduits ici par le professeur Théophile Obenga. Bon, on peut peut-être déplorer le contre-temps qu'il y a eu au niveau du programme, parce que vous serez surpris de voir les gens arriver ici à 15 h, parce qu'en fait, c'est l'heure qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux et dans la plupart des annonces, alors que c'était 9 h. Je suis arrivé ici peut-être à 8h45, mais n'empêche, de la science savante, de la science égyptienne, en accord avec mon ami et frère professeur Mathias Eriko Nangini, le professeur Yves Coppens, qui est professeur au Collège de France, qui est anthropologue, reconnaît dans l'un de ses derniers ouvrages qu'en fait l'ancêtre de l'humanité est noir. C'est le noir qui est au début de la civilisation universelle. Bon, bien qu'il ait par la suite des civilisations américaines, européennes, africaines, ainsi de suite, mais la base, l'essence même remonte à près de 300 000 ans avant Jésus-Christ, depuis Kemet. Et j'étais très satisfait tout à l'heure, je me suis senti pousser des ailes, sinon renaître, en suivant le professeur Obenga, déclarer notamment la construction déjà de l'État en attente, donc l'État panafricain démocratique. En réalité, parce que quand il a évoqué tout à l'heure le parcours très époustouflant d'abord du monsieur Barack Obama, président des États-Unis, avec 2 mandats depuis 2006, le parcours de Kylian Mbappé, vous savez, l'équipe de France, la France qui a réussi à construire une équipe en s'adossant sur le continent africain, on comprend qu'en réalité, l'avenir de l'humanité se trouve toujours en Afrique. Et en lisant un de ses ouvrages, paru en 1995, L'Harmattan Paris, sur la contribution de l'Afrique antique à la mathématique mondiale, on comprend très bien qu'en fait l'essence même de la science africaine, de la science mondiale, est adossée sur tous les paradigmes dont l'Afrique peut se revendiquer aujourd'hui comme étant effectivement le berceau. Et effectivement, en remontant ceux qui ont eu le temps de dire Cheikh Anta Diop, civilisation barbarie, l'unité culturelle de l'Afrique, ou encore nation et agriculture, reconnaissent de manière tout à fait claire qu'en réalité, c'est à nous qu'appartient l'humanité. Le monde entier appartient aux Noirs. J'ai admiré l'autre jour à l'IRIC, sur une conférence, le docteur Dumbi de l'UNESCO avait tutoyé un Européen qui était dans la salle en disant « lui, il est notre petit-fils ». Les Européens, ça remonte, c'est-à-dire les locodèmes ont à peine 10 000 ans d'histoire par rapport aux Noirs qui sont à plus de 200 000 à 300 000 ans d'histoire. Nous sommes des mélanodermes. Et justement, le professeur Obenga, notamment un des théoriciens à la suite de Cheikh Anta Diop, le sait mieux que quiconque. Et je puis savoir qu'en fait, la graine qui a été notamment plantée ici aujourd'hui, cet après-midi, à Yaoundé, qui est une sorte de... Il nous a rappelé qu'en fait, c'est un terreau scientifique. Alors cette graine qui a été plantée cet après-midi va commencer à pousser et sans doute va porter des fruits à maturité.
Et nous sommes aujourd'hui d'abord les témoins de l'histoire. Je vois des reporters comme Jean-Philippe Guémeta qui est là. Plusieurs savants sont venus dans le groupe cet après-midi, des historiens, des journalistes, des savants, des anthropologues, autour des grands maîtres, pour sans doute voir le bébé qui naît et sans doute qui va grandir, encadré, entretenu. Et le plan déroulé par le grand professeur ici cet après-midi m'a paru très ambitieux et il est réalisable. Nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver. Yes, we can. Monsieur le ministre d'État des Enseignements supérieurs a publié déjà il y a 2 ans un ouvrage qui a pour titre « Le génie africain est de retour ». Il a gardé quelques exemplaires qu'il va vous remettre en main pour demain. Je crois demain, voilà, quand le moment de l'audience va être arrêté. Dans ces 2 derniers ouvrages, en réalité, c'est un plaidoyer pour l'Afrique. Toutes les valeurs africaines, que ce soit au niveau des valeurs humaines, des ressources humaines, des ressources terrestres et autres, notamment, il essaie de passer en revue notamment le patrimoine de l'Afrique qui est le grenier de l'univers aujourd'hui, de plus en plus. Le titre, c'est « Le génie africain est de retour ». Et là, cette semaine, il a fait paraître d'abord notre ouvrage. Maintenant, celui-là, c'est une science qui met en place sur l'arithmétique, la sémiotique, arithmétique. Et sans doute, il invite la plupart des jeunes chercheurs, des savants ici cet après-midi, eux-mêmes, à s'approprier donc cette science universelle et à imposer leur marque, la marque de l'Afrique, la marque d'une Afrique qui gagne. Donc, je remercie notamment les grands maîtres au nom de M. le ministre d'État d'être venu cet après-midi. Je salue en même temps l'Université de Yaoundé qui a offert le cadre d'avoir avec l'Université panafricaine et ensuite maintenant une extension avec, je vois, responsable du parti politique. Je vois, c'est 1948. Sans doute, c'est un nouveau décollage. L'héritage des pères fondateurs. L'héritage des pères fondateurs depuis inauguré en 1948, le 10 avril 1948, la remontant le cours de l'histoire. En fait, c'est à nous qu'appartient l'humanité, c'est à nous qu'appartient la civilisation, et c'est à nous maintenant de nous approprier cette civilisation et d'imprimer dans une marque africaine, une marque mondiale. Donc, merci, chers maîtres, d'avoir fait le déplacement. Merci au nom de M. le ministre d'État des Enseignements supérieurs. Et c'est une invitation à tous les jeunes chercheurs, les jeunes savants aujourd'hui, de se mettre à l'école, car c'est pour eux que ces sillons d'avenir sont tracés. Bon après-midi et merci à tous. C'était donc le mot de monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, qui est nommé docteur Jean-Paul Biya. La suite du programme se décline ainsi qu'il suit. Tout à l'heure, nous aurons une photo de famille, ici même, après quoi suivra la pause. Et immédiatement après la pause, nous aurons une table ronde animée par plusieurs panélistes tels que M. Ibe Kamgang, M. Marcel Dikikijiri, M. Richard Macon, Mbombo Mbok Passonk. Et à la fin de notre, cette table ronde s'achèvera naturellement par des débats. Alors, immédiatement, je vais inviter ici les médias et le protocole pour la photo de famille. Je vous remercie.
S'il vous plaît, il y a quelqu'un à grignoter qui est prévu pour le reste de la personne dans la salle. Oui, vous attendez ici et les officiers vont le Ah, merci. Merci beaucoup. Ah oui, ils ont lancé non seulement des idées, mais des bases. On m'a dit c'est un impératif de l'Afrique doit s'unir. Quand même, c'est un impératif. C'est la raison de la volonté des bases avec le consensus. Ensuite, quand ça se m'amène au procès, un programme. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Plein de technologies industrielles. Ils doivent procéder le continent africain. Donc, l'équipe de fortune. Tout le monde y gagne. Parce que c'est la conférence dans la salle qui compare. Il faut qu'il y ait des problèmes. Ces choses-là, les États-Unis ont créé une fédération. Ils n'ont pas résolu tous les problèmes. Là-bas, c'était même pas la choses. Ils ont quand même décidé, c'était 14. Aujourd'hui, c'est une grande puissance. Économiquement, militairement, sécuritairement, les États-Unis commandent le monde. Parce qu'ils sont une fédération. L'Amérique latine qui avait refusé de faire la fédération sur l'insurrection de Bolivar. Aujourd'hui, ils sont émiettés, fragmentés. Chacun, ils ont fait des guerres entre eux. Ils font plus de guerres entre eux. Ils n'arrivent pas à faire la fédération. Il y a même ceux qui sortent. Donc, ils resteront faits devant les États-Unis. Et c'est l'OTAN qui les protège. La Chine, c'est une grande puissance, démographiquement, spatialement, et c'est une puissance politique d'abord. Donc, d'abord c'est l'économie, d'abord la politique. Et aujourd'hui, les gens font la politique, c'est-à-dire les
soit au niveau de la communauté, chercher notre mental bien ici, on crée toujours. On crée les schémas ici, tu donnes la clé au schéma, dans 20 ans, un changement complet. Tu donnes la clé aux Américains, on a commencé, il y avait quelques petits bâtiments. Tu vois, dans tous les cas, il y a une chose qu'on veut. Là, je vois un peu la lumière.
c'est vrai que moi, je suis fière aussi de Monsieur le Président, un petit mot quand même pour ceux qui vous suivent. Ah d'accord, bonjour à vous tous. Quel collectif de par le monde. Je suis venu assister à Yaoundé à une conférence sur la naissance d'un État africain fédéral. C'est pour ça que je suis là, pour côté des éminences, le professeur Obenga, le professeur Koumangoulé, le professeur Ndongoufa et tous les autres. Donc, je crois qu'on me fera l'honneur tout à l'heure de passer la parole. Et je crois que je parlerai et puis vous allez aussi. Merci encore à vous. Nous allons reprendre le direct tout à l'heure, le temps de la pause. Puis... D'accord, après la pause, on relance le direct. Merci encore. Partagez. Ah, d'accord.